Le téléphone sonna à 9 heures précises du matin. J'étais en train de me verser une deuxième tasse de café. Léger, coupé de lait, comme le docteur Benoît l'avait prescrit. Un appel si tôt le matin n'annonçait jamais rien de bon, surtout quand on vit seul et qu'on a 72 ans. « Allô » dis-je, en serrant le combiné un peu plus fort que nécessaire. « Madame Guillaume. Marthe Guillaume. » C'était une voix d'homme, dénuée de toute politesse professionnelle. « Oui, c'est moi », répondis-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. À mon âge, des appels comme celui-ci ne signifient généralement qu'une chose. Je m'appelle Hervé Palisté. Je suis l'avocat d'Évrard Guillaume. Il marqua une pause assez longue pour que je comprenne que la nouvelle allait être mauvaise. Je suis désolé de vous annoncer que monsieur Guillaume est décédé la nuit dernière. Crise cardiaque. Les médecins n'ont rien pu faire. Je m'effondrai sur une chaise de cuisine. Évrard, mort. Même si nous étions divorcés depuis 15 ans, la nouvelle me frappa plus durement que je ne l'aurais cru. Nous avions été ensemble pendant 27 ans, la plus grande partie de ma vie d'adulte. Je suis vraiment désolé, continua l'avocat. Je sais que vous étiez divorcés, mais j'ai estimé qu'il était de mon devoir de vous en informer personnellement. Béatrice organise les funérailles. Ce sera ce vendredi à 14 heures, à l'église Saint-Jacques. Merci de m'avoir prévenu. Ma voix semblait stable, comme toujours dans les moments difficiles. Cette capacité à rester calme quand tout à l'intérieur est bouleversé était la seule chose qui m'avait aidé à survivre à mon mariage avec Évrard. Quand je raccrochais, je ne pleurais pas. Les larmes n'avaient jamais été ma façon de gérer le chagrin. Au lieu de cela, je lavais machinalement la tasse, essuyais le comptoir et m'assis près de la fenêtre, regardant mon petit jardin bien entretenu. Le jardin que je n'avais pu commencer qu'après le divorce, quand j'avais cessé de dépenser de l'argent pour les notes de bar d'Évrard. Évrard est mort. 70 ans, ce n'est pas si vieux de nos jours, mais son cœur avait finalement lâché. Les médecins l'avaient prévenu quand nous étions encore ensemble. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, le nom de ma fille s'afficha à l'écran. Maman. La voix de Béatrice était aussi froide que le vent de janvier arrive belle. Tu es au courant? Oui. L'avocat de ton père vient d'appeler. Palisté. Sa voix semblait agacée. Pourquoi t'appellerait-il? Ça fait 100 ans que vous êtes divorcés. 15. Corrigez-je automatiquement. Je pense qu'il a juste voulu être poli. Béatrice renifla. Il y avait tant de mépris familier dans ce son que je pouvais presque la voir lever les yeux au ciel, comme elle le faisait adolescente quand j'essayais de lui imposer un couvre-feu. Écoute-moi bien. Sa voix était métallique. Je ne veux pas que tu viennes aux funérailles. Tu n'as rien à faire là-bas. Je serrai un peu plus fort le téléphone, mais ma voix resta stable. Béatrice, j'ai été sa femme pendant 27 ans. Je lui ai donné 2 enfants. Et puis tu l'as quitté quand il avait le plus besoin de toi. Sa voix se brisa en un cri. Tu ne l'as jamais aimé. Tu es une femme froide et égoïste qui se fichait de notre famille. Tu partais à ton travail et tu faisais comme si tout allait bien pendant que papa souffrait. Les mêmes vieilles accusations que j'avais entendues des centaines de fois. Béatrice avait toujours été la petite fille à son papa, même quand il buvait l'argent qu'elle avait économisé pour ses livres scolaires. Béatrice, comment sais-je? Non, je ne veux rien entendre. Si tu viens, je te mettrai dehors moi-même. N'ose pas gâcher les funérailles de mon père. La communication fut coupée. Je regardai le téléphone, sentant cette douleur sourde et familière dans ma poitrine. Elle ne m'avait jamais laissé m'expliquer. Elle n'avait jamais voulu connaître la vérité sur ce qui se passait derrière les portes closes de notre maison de la rue de l'Orme. Évrard était un homme bon quand il ne buvait pas. Il était drôle, charmant, et pouvait faire rire n'importe qui. Les enfants l'adoraient pour ses sorties de pêche du dimanche et les histoires qu'il leur racontait avant de dormir. L'autre Évrard, celui qui rentrait après quelques verres de whisky, était un étranger que je craignais. Mais seul moi le savais. Et malheureusement, notre fils Célian. Mes pensées furent interrompues par la sonnerie du téléphone. Cette fois, c'était mon petit-fils Corentin, le fils de Béatrice, un jeune homme de 19 ans inscrit à l'université locale, qui avait hérité des meilleures qualités de son grand-père, un esprit vif et un cœur bon, mais heureusement pas sa faiblesse pour l'alcool. Mamie, sa voix semblait étouffée, comme s'il parlait depuis l'intérieur d'un placard. Tu as appris la nouvelle? Oui, mon chéri. Je suis vraiment désolée. Maman a dit qu'elle ne te laisserait pas venir aux funérailles,
dit-il indigné. Ce n'est pas juste. C'est la vie, Corentin, soupirai-je. Parfois, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Mais tu dois dire au revoir à papy. Il a toujours parlé de toi avec respect, tu sais, même après tout. Cela me surprit. Évrard n'avait jamais été enclin au remords ou à admettre ses erreurs. Du moins, pas pendant les années où nous étions ensemble. Les funérailles sont vendredi à 14 heures à l'église Saint-Jacques, répéta Corentin, me donnant une information que je connaissais déjà par l'avocat. Et ensuite, il sera enterré au cimetière de l'Ouest, où sont ses parents. Je pense que tu devrais y aller, même si maman dit non. Corentin, je ne veux pas causer de problème un jour comme celui-ci. Et après les funérailles, il y aura la lecture du testament au bureau de maître Palisté, continua Corentin comme s'il n'avait pas entendu mes objections. À 16 heures. Maman est sûre que papy lui a tout laissé, à elle et à Célian. Elle fait déjà des plans sur la façon dont elle va disposer de sa maison et de son garage. Je secouai la tête. Typique de Béatrice, déjà en train de se partager le butin. Corentin, je dois te laisser, dis-je, entendant du mouvement à l'autre bout du fil. Oui, maman est revenue, murmura-t-il. Je t'appelle plus tard, mamie. Et je pense que tu devrais venir. C'est ton droit, aussi. Après l'appel, je restai longtemps assise, immobile, à regarder par la fenêtre. Les souvenirs affluaient, de ma première rencontre avec Évrard chez Génie, où je travaillais comme serveuse, jusqu'au dernier jour de notre mariage. Ce jour sombre et terrible que j'avais essayé d'effacer de ma mémoire pendant toutes ces années. Évrard était un bel homme, grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres et épais, et un sourire qui faisait fondre les jeunes serveuses. Il était chauffeur routier, voyageant à travers toute la région et au-delà, me rapportant de petits souvenirs de ses voyages. Beaucoup de femmes le convoitaient, mais il m'avait choisi. Une fille calme et sérieuse qui économisait pour l'université. L'université resta un rêve. Au lieu d'étudier, je tombai enceinte de Béatrice 6 mois après le mariage. Puis Célian naquit. Je trouvai un emploi à la quincaillerie de Monsieur Olivier, où je travaillai pendant près de 40 ans, passant de simple vendeuse à directrice adjointe. Ce n'était pas une carrière brillante, mais c'était assez stable pour subvenir aux besoins de mes enfants. Surtout quand Évrard commença à boire. Ses problèmes d'alcool commencèrent après un accident. Un camion dérapa sur une route verglacée, et bien qu'Évrard s'en soit tiré avec quelques fractures, un homme dans une voiture fut tué. Évrard n'était pas en faute. La route était une vraie patinoire, et les témoins confirmèrent qu'il avait fait tout son possible pour éviter la collision, mais la culpabilité le rongeait. L'entreprise le transféra sur des trajets locaux, ce qui signifiait un salaire moindre. Les problèmes d'argent commencèrent. Au début, il ne buvait que le week-end. Puis les beuveries s'allongèrent. Il perdit son emploi, en trouva un nouveau, le perdit à nouveau. Je prenais des heures supplémentaires pour payer les factures. Les enfants grandissaient sans comprendre pourquoi leur mère était toujours au travail et leur père si joyeux et généreux quand il était sobre, et si maussade quand il buvait. Béatrice défendait toujours son père. Il traverse une période difficile. Tu ne le comprends pas du tout. Si tu l'aimais vraiment, il ne boirait pas. Combien de soirées ai-je passé à écouter ces accusations? Célian était plus jeune, plus silencieux. Il voyait plus de choses que sa sœur, même si je faisais de mon mieux pour protéger les enfants des pires moments. Cette dernière soirée est encore vive dans mon esprit, comme si c'était hier, et non il y a 15 ans. Évrard rentra ivre et en colère. Célian avait 23 ans à l'époque, tout juste revenu de l'université, qu'il avait abandonné après sa première année parce qu'il n'arrivait pas à suivre les études. Je ne sais pas ce qu'Évrard lui a dit, quels mots ont mené à cette bagarre. J'ai juste entendu un fracas et des cris, j'ai couru dans la pièce et j'ai vu mon mari en train d'étrangler notre fils, le pressant contre le mur. J'ai crié, j'ai essayé de l'écarter. Célian devenait déjà bleu. À ce moment, j'ai su que dans une minute, Évrard tuerait notre garçon. Je ne me souviens pas où j'ai trouvé la force, mais j'ai attrapé une lourde lampe de table et j'ai frappé Évrard à la tête. Il est tombé, s'est affalé le long du mur, haletant et se tenant la gorge. Quand Évrard reprit connaissance, je lui posai un ultimatum. Soit il se faisait soigner pour son alcoolisme, soit je demandais le divorce et le dénonçais à la police pour avoir agressé notre fils. Évrard accepta de se faire soigner, mais notre mariage était déjà irréparable. Nous divorçâmes 6 mois plus tard, à la grande fureur de Béatrice, qui ne connaissait pas toute l'histoire. Évrard et moi avions décidé de ne pas dire la vérité aux enfants. Ils ne voulaient pas perdre leur amour.
Et moi, j'étais trop fatiguée pour me battre. Mieux valait qu'ils me détestent plutôt que de savoir que leur père avait failli tuer leur frère. Étrangement, Évrard arrêta vraiment de boire. Il ouvrit un petit garage de réparation automobile et remit sa vie sur les rails. Nous nous voyions occasionnellement, à la remise de diplôme de Célian, au mariage de Béatrice avec Nicolas Pierre, au baptême de nos petits-enfants. Toujours poli, toujours distant. Et maintenant, il est mort. Et Béatrice ne veut pas que j'aille aux funérailles. Je me levai, allai à la commode, sortis la robe noire, celle que je portais à l'enterrement de ma mère il y a 3 ans. Je la secouai, vérifiai s'il n'y avait pas de taches, puis je la suspendis résolument dans l'armoire. Vendredi à 14 heures précises, je serai à l'église Saint-Jacques, malgré l'interdiction de ma fille. Je dois dire adieu à l'homme qui a fait partie de ma vie pendant 39 ans. En tant que mari et en tant qu'ex-mari, je dois mettre un point final à cette histoire. Le ciel gris au-dessus de Rivebelle était couvert de nuages. La nature semblait avoir décidé de s'accorder à l'occasion. Je garai ma vieille Renault usée à une rue de l'église Saint-Jacques, ajustai mon chapeau démodé à voilette, acheté pour les funérailles de ma belle-mère, et me dirigeai lentement vers l'église, chaque pas difficile, comme si mes chevilles étaient empêtrées dans des racines invisibles. Il y avait plus de monde que je ne l'avais prévu. Évrard avait toujours eu le contact facile avec les gens. Quand il était sobre, il était l'âme de la fête, le genre de personne qui faisait que tout le monde se sentait spécial. Je vis ses anciens collègues, des clients de son garage, et des voisins de la rue de l'Orme. Monsieur Olivier, le propriétaire de la quincaillerie, me fit un signe de tête de loin, mais ne s'approcha pas. Tout le monde à Rivebelle connaissait l'histoire de notre divorce, même s'il n'en connaissait pas les vraies raisons. Je me glissai dans l'église en dernier, après que le service eut déjà commencé, et pris place tout au fond, partiellement caché par une colonne massive. De là, je pouvais voir toute la famille assise au premier rang. Béatrice, tout de noir vêtue, le dos parfaitement droit. À côté d'elle, son mari Nicolas, le bras autour de son épaule dans un geste de soutien. Mes petits-enfants, Corentin et Léna, étaient assis de l'autre côté de leur mère. Célian était assis un peu à l'écart, seul, affaissé et fixant le sol. Mon plus jeune enfant, toujours solitaire, toujours à part. Le prêtre parlait d'Évrard en termes élogieux. Un père aimant, un ami dévoué, un homme qui avait vaincu ses démons et trouvé le chemin de la rédemption. Je ne ressentis aucune amertume en écoutant. Évrard avait vraiment changé après notre divorce. Il avait arrêté de boire, redressé son entreprise, et était devenu un meilleur grand-père pour Corentin et Léna qu'il n'avait été un père pour ses propres enfants. Peut-être que ce coup de lampe sur la tête, 15 ans plus tôt, avait réveillé quelque chose en lui. Dommage que ce fût trop tard pour nous. Béatrice se leva pour prononcer l'éloge funèbre. À 42 ans, elle paraissait plus vieille. Son visage était émacié, et de profondes rides s'étaient formées entre ses sourcils à cause de son insatisfaction constante de la vie. Elle avait toujours été trop sérieuse, trop exigeante envers elle-même et les autres. Enfant, j'avais essayé de lui apprendre à profiter des petites choses, mais elle me regardait toujours comme si je suggérais quelque chose de honteux. Mon père, commença Béatrice d'une voix tremblante, était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Il a fait face à des difficultés, mais il les a toujours surmontées. Il a toujours pris soin de sa famille. Elle hésita, jetant un rapide coup d'œil à Célian. Même quand tout le monde n'appréciait pas ses sacrifices. Il m'a appris la résilience, m'a appris à ne jamais abandonner. J'écoutais ma fille peindre un portrait héroïque de son père, omettant toutes les parties sombres de son histoire. Il en avait toujours été ainsi. Elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Après Béatrice, le vieil ami d'Évrard, Clément Hage, prit la parole. Ils avaient travaillé ensemble comme chauffeurs et bu ensemble le week-end. Après l'accident, quand Évrard avait commencé à boire, Clément était le seul à avoir gardé le contact avec lui. Évrard n'était pas un saint, dit Clément, suscitant quelques regards surpris. Il a fait des erreurs, comme nous tous, mais il a passé les 15 dernières années de sa vie à essayer de les réparer. Il a arrêté de boire. Il a tout recommencé. Je suis fière d'avoir été son amie jusqu'à la fin. Je vis les épaules de Béatrice se raidir. Elle détestait toute mention de l'alcoolisme de son père. Dans sa version de la réalité, il se détendait juste après. Une dure journée de travail. Après le service, le cortège se dirigea vers le cimetière. Je restai en arrière, gardant mes distances. Au cimetière, je restai près des arbres au loin, regardant le cercueil contenant le corps de l'homme qui avait été autrefois le centre de mon univers être descendu en terre.
Mon regard revint involontairement sur Célian. Mon garçon, maintenant un homme de 38 ans, se tenait affaissé comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Il avait toujours été comme ça. Depuis qu'Évrard l'avait presque étranglé, quelque chose en lui s'était brisé ce jour-là, et peu importe mes efforts, je n'avais pas pu le réparer. Célian travaillait comme chauffeur de bus scolaire, un emploi calme et stable avec peu de contact avec les gens. Il ne s'était jamais marié, et vivait seul dans un petit appartement en périphérie de Rivebelle. Il m'appelait une fois par semaine et venait dîner une fois par mois. Nos conversations portaient toujours sur le temps, son travail, mon jardin, jamais sur le passé, jamais sur Évrard. À côté de Célian se tenait ma petite fille Léna. Une copie conforme de Béatrice à 16 ans, mais avec une douceur que sa mère n'avait jamais possédée. Elle tenait la main de son oncle, le regardant anxieusement de temps en temps. Léna avait toujours été sensible à la douleur des autres, même enfant. Je me souviens, quand elle avait 5 ans, elle m'avait apporté un bouquet de fleurs sauvages alors que j'étais alitée avec une migraine. Corentin se tenait de l'autre côté de sa mère. Il m'avait déjà remarqué et m'avait fait un léger signe de tête, mais n'osait pas s'approcher, craignant la colère de Béatrice. Mon petit-fils aîné était devenu un jeune homme gentil et ouvert, malgré l'éducation de sa mère. Souvent, quand Béatrice lui interdisait de me rendre visite, il venait quand même, se trouvant, par hasard, à proximité, m'aidant avec les sacs lourds du supermarché, réparant un robinet qui fuyait. La cérémonie se termina. Les gens commencèrent à se disperser, beaucoup se dirigeant vers Béatrice et Célian pour présenter leurs condoléances. J'étais sur le point de m'éclipser discrètement quand j'entendis soudain un cri. « Toi !» La voix de Béatrice déchira le silence du cimetière. « Comment oses-tu venir ici ?» Elle marchait vers moi à travers la pelouse, ses talons s'enfonçant dans le sol mou, mais elle ne semblait pas le remarquer, concentrée sur sa colère. Toutes les têtes se tournèrent dans notre direction. « Je te l'avais interdit », continua de crier Béatrice en s'approchant. « Tu n'as rien à faire ici. » Je restai immobile, regardant ma fille. Au fil des ans, je m'étais habituée à sa colère, à ses accusations injustes. Mais une scène publique à des funérailles était quelque chose de nouveau, même pour Béatrice. « Je suis venue dire au revoir à ton père », dis-je doucement. « Nous avons fait partie de la vie l'un de l'autre pendant de nombreuses années. Une partie de sa vie. » Béatrice éclata de rire. Mais il n'y avait aucune joie dans son rire, seulement de l'amertume. « Tu as ruiné sa vie. Tu l'as quitté quand il avait le plus besoin de toi. Il a bu à cause de toi, à cause de ta froideur. Et puis, quand il a enfin commencé à se reprendre en main, tu as demandé le divorce. » Je vis Célian faire un pas vers nous, mais il s'arrêta à mi-chemin, n'osant pas intervenir. Mon fils évitait toujours les conflits, même quand il devait se défendre. « Ce n'est pas vrai, Béatrice, » essayai-je de dire calmement, bien que je bouillisse intérieurement face à l'injustice des accusations. L'histoire de notre mariage est plus compliquée que tu ne le penses. « Oh, je la connais très bien, cette histoire, » cria presque Béatrice. « Papa m'a tout raconté. Comment tu le critiquais, l'humiliais, lui donnais l'impression d'être un raté. Comment tu te croyais toujours meilleur que lui parce que tu gagnais de l'argent pendant qu'il essayait de se trouver. » Je vis les regards sur les visages des gens autour de nous, un mélange de curiosité et de gêne. Corentin avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Léna nous fixait avec de grands yeux, le visage pâle. Je n'avais jamais pensé qu'Évrard montrait les enfants contre moi en déformant la vérité. Mais pourquoi devrais-je être surprise? Il avait toujours été un maître pour rejeter la faute sur les autres. Va-t'en. Béatrice montra la porte du cimetière. Tu n'as aucun droit d'être ici. Tu n'es plus sa femme depuis 15 ans. Tu as renoncé à ce droit quand tu l'as quitté. Madame Guillaume. Une voix retentit soudain derrière moi. Je me retournai et vis un homme âgé en costume formel, le même avocat qui m'avait appelé avec la triste nouvelle. Maître Palisté, hochai-je la tête. Qu'est-ce que vous faites ici? Béatrice tourna sa colère vers l'avocat. Pourquoi lui parlez-vous? Hervé Palisté était aussi imperturbable qu'un homme habitué aux scènes émotionnelles dans son métier. Mademoiselle Pierre, dit-il à Béatrice, en utilisant son nom de femme mariée. Votre père souhaitait que Madame Guillaume soit présente à la lecture du testament. Quoi? Béatrice parut comme si elle avait été frappée. C'est impossible. Pourquoi aurait-il fait ça? Ils étaient divorcés. Néanmoins, c'est son souhait exprès. Palisté se tourna vers moi. Madame Guillaume,
La lecture du testament aura lieu dans mon bureau dans 1 heure. Serez-vous en mesure d'y assister? Je hochai la tête, incapable de parler. Évrard voulait que je sois là. Pourquoi? Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, à l'exception des réunions de famille occasionnelles où nous échangions des banalités. Ce doit être une sorte d'erreur, insista Béatrice. Papa n'aurait jamais voulu ça. Je vous assure, il n'y a pas d'erreur, répondit calmement Palisté. J'ai des instructions écrites de monsieur Guillaume que j'ai reçues lorsque j'ai rédigé son dernier testament il y a 3 mois. Il y a 3 mois? Béatrice fronça les sourcils. Il n'a rien dit à propos d'un nouveau testament. C'était son droit, remarqua l'avocat. Je restai là, me sentant comme un personnage dans une pièce de théâtre étrange. Évrard avait changé son testament peu avant sa mort et voulait que je sois présente lors de sa lecture. Cela n'avait aucun sens. À moins qu'il n'ait finalement décidé de dire la vérité sur notre divorce. Je serai à votre bureau, maître Palisté, dis-je, en essayant de ne pas regarder le visage de ma fille, qui était devenue pâle de colère. Excellent. L'avocat hocha la tête. L'adresse est 23 avenue de l'Érable, au 1er étage. Je vous verrai à 16 heures. Il se tourna et s'éloigna, nous laissant, Béatrice et moi, face à face. Ma fille me regarda comme si j'étais sa pire ennemie. Quoi qu'il t'ait laissé, je contesterai le testament, siffla-t-elle. Tu n'auras pas un centime de l'argent de mon père. Je ne suis pas venue pour l'argent, Béatrice, répondis-je avec lassitude. Je suis venue dire au revoir à un homme qui a fait partie de ma vie pendant 39 ans. Il te détestait, dit Béatrice avec une telle conviction que je n'eus pas le courage de discuter. Tu l'as brisé. Pense ce que tu veux, dis-je en me tournant pour partir. Mon dos me faisait mal d'être resté debout si longtemps et je voulais m'asseoir et boire une tasse de thé fort avec un trait de cognac. Une petite indulgence que je m'accordais les jours particulièrement difficiles. Il m'a demandé de te donner ça, dit Célian, apparaissant soudain à côté de moi. Il me tendit un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. Il y a 2 semaines. Il a dit que tu comprendrais. Je pris le paquet, surprise que Célian ait été en contact avec son père dans les derniers jours de sa vie. Mon fils avait évité Évrard pendant des années, pour autant que je sache. Merci. Je voulais dire autre chose, mais Béatrice tirait déjà son frère par le bras. Ne lui parle pas, exigea-t-elle. As-tu oublié ce qu'elle a fait? Célian se laissa emmener, me jetant un dernier regard, un mélange de regret et de quelque chose d'autre que je ne puis identifier. Je me dirigeai lentement vers la sortie du cimetière, sentant les regards des gens qui me raccompagnaient. Au fil des années de vie dans une petite ville, je m'étais habitué au commérage, à ce que mon histoire soit racontée autour d'un café chez Milly, dans la file d'attente du supermarché, aux réunions parents-professeurs. L'histoire d'une femme qui avait quitté son mari alors qu'il luttait contre l'alcoolisme, le laissant seul pendant la période la plus difficile de sa vie. Si seulement il savait la vérité. Je franchis les grilles du cimetière et me dirigeai vers ma voiture, serrant fermement le petit paquet d'Évrard. Quoi que ce fût, cela pourrait expliquer pourquoi il me voulait à la lecture de son testament. Pourquoi, maintenant, après toutes ces années de silence, avait-il décidé de changer les choses? Devant moi, il y avait le bureau de l'avocat et peut-être des réponses aux questions qui me tourmentaient depuis 15 ans. Le bureau de maître Palisté se trouvait dans un vieil immeuble en briques sur l'avenue de l'Érable, l'une des rares rues de Rivebelle à avoir conservé son aspect historique. Je montai les escaliers en bois qui craquaient jusqu'au 1er étage, essayant d'ignorer la douleur dans mes genoux. L'âge n'épargne personne, surtout ceux qui ont passé la majeure partie de leur vie debout derrière le comptoir d'une quincaillerie. La porte, avec sa vitre dépolie et ses lettres dorées et plans, H. Palisté, avocat, était entr'ouverte. Je frappai poliment et entrai. Béatrice, son mari Nicolas, Célian et mes petits-enfants, Corentin et Léna, étaient déjà réunis dans la salle d'attente aux lourdes armoires sombres et aux fauteuils en cuir marron. Quand j'entrai, Béatrice se détourna ostensiblement. Nicolas hocha la tête avec une indifférence polie, et Corentin me sourit timidement. Célian, comme d'habitude, évita de croiser mon regard, mais murmura un « maman » en guise de salutation. Léna s'approcha et me serra rapidement dans ses bras avant que Béatrice ne puisse l'en empêcher. Hervé Palisté sortit de son bureau au moment où je m'installais dans un fauteuil aussi loin que possible de Béatrice. C'était un homme trapu d'environ 75 ans, aux cheveux gris clairsemés et aux yeux perçants derrière des lunettes à monture en corne démodée. « Merci à tous pour votre ponctualité »,
dit-il en nous regardant tour à tour. Veuillez me suivre dans mon bureau. Nous le suivîmes dans une pièce spacieuse avec un bureau massif couvert de dossiers et de documents juridiques. Les murs étaient ornés de diplômes et de photographies de famille. Par la fenêtre, les cimes des érables se teintaient déjà du premier jaune de l'automne. Avant de commencer, Palisté s'assit à la table et croisa les mains devant lui. Je dois vous dire qu'Évrard Guillaume a été mon client pendant plus de 30 ans. J'ai rédigé son contrat de mariage quand il vous a épousée, Madame Guillaume. Je me suis occupé des papiers pour l'achat de votre première maison rue de l'Orme et j'ai géré votre divorce il y a 15 ans. Il marqua une pause et sortit un dossier de son tiroir. Le dernier testament d'Évrard a été rédigé il y a 3 mois, lorsqu'il a appris ses problèmes cardiaques. Il était sain d'esprit et de corps, comme peuvent en attester les 2 témoins qui ont signé le document. Finissons en, dit Béatrice avec impatience, tapant nerveusement du pied sur le sol. Nous avons tous eu une journée difficile. Bien sûr, acquiesça Palisté. Cependant, avant de lire le testament, Monsieur Guillaume a laissé une enveloppe qu'il a demandé d'ouvrir en votre présence à tous. L'avocat sortit une enveloppe scellée de couleur crème du dossier. Je reconnus l'écriture d'Évrard sur le devant, anguleuse avec une forte inclinaison vers la droite. Il écrivait toujours comme s'il était pressé de coucher ses pensées sur le papier avant qu'elles ne s'échappent. À ouvrir et à lire à haute voix en présence de toute la famille. Palisté lut l'inscription sur l'enveloppe. Il ouvrit soigneusement l'enveloppe avec un coupe-papier et en sortit plusieurs feuilles de papier couvertes de la même écriture distinctive. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Si vous entendez ceci, c'est que je ne suis plus là. J'espère que les funérailles n'ont pas été trop sombres. Je n'ai jamais aimé les cérémonies funèbres. Le moment est venu de vous dire la vérité que j'ai cachée trop longtemps. La vérité sur la raison pour laquelle Marthe et moi avons divorcé il y a 15 ans. Béatrice, Célian. Toutes ces années, vous avez cru que votre mère m'avait abandonnée quand j'avais le plus besoin d'elle. Qu'elle ne supportait plus mon alcoolisme et qu'elle était partie, détruisant notre famille. C'est un mensonge. Un mensonge que j'ai inventé et entretenu parce que j'étais trop fière et trop lâche pour admettre la vérité. La vérité, c'est que cette dernière nuit, j'ai attaqué Célian dans un accès de rage ivre. J'ai étranglé mon propre fils, et si Marthe ne m'avait pas frappé à la tête avec une lampe, je l'aurais peut-être tué. Célian, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu étais en état de choc, et ensuite ta mère et moi avons décidé de ne pas te dire la vérité pour ne pas te traumatiser davantage. C'était mon idée. Je ne voulais pas que tu saches quel monstre j'étais. Après cet incident, Marthe m'a posé un ultimatum. Soit je me faisais soigner pour mon alcoolisme, soit elle demandait le divorce et me dénonçait à la police. J'ai accepté de me faire soigner, non pas tant par peur de la loi, mais parce que j'ai enfin vu ce que j'étais devenue. Nous avons divorcé à cause de moi. Marthe ne pouvait vraiment plus vivre avec moi après ce que j'avais fait. Et je ne la blâme pas. N'importe quelle personne normale aurait fait la même chose. Toutes ces années, je t'ai laissé, surtout toi, Béatrice, blâmer ta mère pour la rupture de notre famille. Je ne t'ai pas corrigé quand tu disais qu'elle m'avait abandonné dans le besoin. En fait, Marthe vous a protégé de moi tout au long de notre mariage, de mes frasques d'ivrogne, de mes échecs, de mon irresponsabilité. Elle a cumulé 2 emplois pour payer les factures pendant que je buvais notre argent. Elle trouvait le temps d'être présente à vos événements scolaires pendant que je cuvais mon vin. Elle était le pilier de notre famille, et c'est moi qui l'ai détruite. Après le divorce, j'ai arrêté de boire. J'ai ouvert un garage et j'ai remis ma vie sur les rails, mais le mal était déjà fait. Je sais que je ne peux pas réparer le passé. Je ne peux pas rendre à Marthe les années qu'elle a passées à me supporter. Je ne peux pas vous rendre une enfance normale sans mon alcoolisme et ma colère. Je ne peux pas effacer cette nuit où j'ai failli tuer mon propre fils. Mais je peux au moins dire la vérité maintenant et essayer de réparer les torts causés à Marthe. Béatrice, je sais à quel point tu m'admirais et comment tu blâmais ta mère pour notre divorce. J'aurais dû t'arrêter, mais j'appréciais ton adoration, même si elle était basée sur des mensonges. C'était lâche de ma part. Célian, je sais qu'après cette nuit, tu ne m'as plus jamais vraiment fait confiance. Tu avais raison. Corentin, Léna. Vous êtes mes petits-enfants préférés. J'espère que vous traiterez votre grand-mère avec le respect qu'elle mérite. Elle est beaucoup plus forte que nous tous. Marthe, je sais qu'aucun mot ne peut défaire ce que j'ai fait. Mais j'espère que cette confession aidera à restaurer ta réputation aux yeux de nos enfants. Tu le mérites. Et enfin, je ne demande pas pardon, car je sais que certaines choses sont impardonnables.
Je veux juste que la vérité soit enfin dite. Évrard Guillaume. Un silence de mort plana dans le bureau. Je fixais mes mains, incapable de lever les yeux. La lettre d'Évrard m'avait secoué jusqu'au plus profond de mon être. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il admette sa culpabilité, surtout pas publiquement devant les enfants. Béatrice était assise, immobile, son visage si pâle que les taches de rousseur sur son nez ressemblaient à des points sombres. Célian était affalé sur sa chaise, le visage caché dans ses mains. Corentin et Léna se regardaient avec des expressions confuses. Ils connaissaient trop peu l'histoire de leur famille pour comprendre pleinement la signification de la confession de leur grand-père. « C'est un mensonge, » dit finalement Béatrice, la voix brisée. « Papa n'aurait jamais écrit ça. C'est un faux. »« Je vous assure, mademoiselle Pierre, » répondit calmement Palisté. « C'est la lettre authentique de votre père. J'ai été témoin de sa rédaction. Il n'aurait pas pu. » Béatrice secoua la tête. Il n'aurait jamais attaqué Célian. Jamais. C'est vrai, Béa. Célian parla de manière inattendue sans lever la tête. Je me souviens de cette soirée. Pas de tout. Mais assez. Papa était furieux. J'ai dit quelque chose. Je ne me souviens pas quoi. Il m'a attrapé à la gorge. Non. Béatrice se leva d'un bond. Tu crois juste à ces mensonges. Maman t'a toujours monté contre papa. Elle a toujours essayé de nous convaincre que c'était un monstre. Je n'ai jamais fait ça, Béatrice, dis-je doucement. Au contraire, j'ai essayé de vous faire aimer votre père malgré ses problèmes. Menteuse, cria Béatrice, pointant son doigt vers moi. Tu l'as toujours détesté. Tu as toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour toi avec son travail de chauffeur routier. Et maintenant qu'il est parti, tu essaies de salir sa mémoire. Mademoiselle Pierre, intervint Palisté. Je comprends que ce soit un choc pour vous, mais les insultes n'aideront pas à résoudre la situation. Je suggère que nous continuions avec le testament et que vous discutiez des questions personnelles plus tard, en privé. Béatrice serra les poings, mais se rassit sur sa chaise, me foudroyant du regard. Maintenant, l'avocat retourna au dossier de documents. Passons au testament lui-même. Il sortit plusieurs pages agrafées et chaussa ses lunettes. Moi, Évrard Jacques Guillaume, saint d'esprit et de corps, énonce par la présente mes dernières volontés concernant la disposition de mes biens après ma mort. Premièrement, ma maison au 21 rue de l'Orme à Rivebelle, ainsi que tous les biens s'y trouvant, je la lègue à mon fils, Célian Guillaume. Deuxièmement, je lègue mon garage de réparation automobile, Roux Fiable, situé au 7 rue de l'Industrie, y compris tout l'équipement, l'inventaire et le fonds de commerce, à mon ancienne épouse, Marthe Thatcher Guillaume. Je réalise que Marthe n'a aucune expérience dans la gestion d'un garage. Je suggère donc qu'elle vende l'entreprise ou qu'elle engage un gérant pour s'en occuper. Mon garage génère un revenu stable, et j'aimerais que Marthe ait une sécurité financière dans ses vieux jours. Troisièmement, toutes mes économies et investissements, totalisant environ 250 000 €, seront répartis comme suit. 100 000 € à mon ex-femme Marthe Thatcher Guillaume. 50 000 € chacun à mes petits-enfants Corentin Pierre et Léna Pierre pour leurs études ou autres besoins. 50 000 € à mon fils Célian Guillaume. Quatrièmement, je lègue ma collection d'outils anciens à mon petit-fils Corentin Pierre, à la condition qu'il ne les vende pas mais les conserve comme un héritage familial. Cinquièmement, je lègue ma Citroën DS de 1967 à ma petite-fille Léna Pierre lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans. Quant à ma fille, Béatrice Pierre, je ne lui laisse qu'une somme symbolique de 1 €. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je sais que Béatrice et son mari sont financièrement à l'aise, et plus important encore, parce que je veux qu'elle réalise enfin à quel point elle a été injuste envers sa mère toutes ces années. C'est peut-être cruel de ma part, mais j'espère que cela l'amènera à reconsidérer ses opinions. Je nomme Hervé Palisté exécuteur de ce testament et lui confie le soin de veiller à ce que toutes ses dispositions soient exécutées. Évrard Jacques Guillaume. Le testament d'Évrard fut un choc pour nous tous. Un garage, 100 000 €. Je n'avais aucune idée qu'il avait autant d'argent. Le garage qu'il avait ouvert après notre divorce était visiblement plus prospère que je ne l'avais pensé. Béatrice était assise, figée comme une statue. Son mari Nicolas posa sa main sur son épaule, mais elle ne remarqua même pas le geste. Son monde s'effondrait sous ses yeux. Non seulement parce que son père l'avait effectivement déshéritée, mais parce que toute l'histoire qu'elle avait créée sur ses parents s'était avérée être un mensonge. « C'est impossible, dit-elle enfin. Papa n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais tout laissé à elle.
Elle me pointa du doigt comme si j'étais une sorte d'insecte. Le document est parfaitement légal, mademoiselle Pierre, répondit calmement Palisté. Votre père était sain d'esprit quand il l'a rédigé. Vous avez, bien sûr, le droit de contester le testament en justice, mais je dois vous avertir que les chances de succès sont minimes. Vous êtes de mèche avec elle, accusa soudainement Béatrice l'avocat. Elle a dû vous influencer d'une manière ou d'une autre, vous faire falsifier le testament. Béatrice, s'exclama Nicolas, clairement choqué par l'accusation. Calme-toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais parfaitement bien. Béatrice se leva d'un bond. Elle a toujours manipulé tout le monde. Elle s'est toujours fait passer pour la victime. Et maintenant, elle a même réussi à monter papa contre moi après sa mort. Je restai silencieuse, sachant que tout ce que je dirais maintenant ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Des années de ressentiment et de haine ne pouvaient être dissipées par une seule lettre ou un testament, aussi choquant soit-il. Célian se taisait aussi, mais son visage montrait du soulagement, comme si un lourd fardeau avait enfin été levé de ses épaules. Peut-être s'était-il toujours souvenu de cette soirée plus clairement qu'il ne l'avait dit. Je contesterai ce testament, déclara Béatrice en se tournant vers l'avocat. J'engagerai les meilleurs avocats. Je prouverai qu'elle l'a influencé d'une manière ou d'une autre, peut-être même menacé. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble, mademoiselle Pierre, répondit calmement Palisté. Mais, je vous conseille de bien réfléchir. Le procès sera long, coûteux, et très probablement sans résultat pour vous. De plus, il rendra publique une histoire de famille que votre père aurait préféré garder privée. Béatrice avait l'air sur le point d'exploser. Son visage devint rouge, ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de rage. Allons-y, Nicolas, dit-elle en attrapant son sac à main. Je ne peux plus rester ici. Elle se tourna vers ses enfants. Corentin, Léna, on s'en va. Corentin hésita, regardant de sa mère à moi. Maman, peut-être qu'on devrait en parler. Il n'y a rien à discuter, trancha Béatrice. Tout ça, ce sont des mensonges. Allons-y, je reste, dit Léna avec une fermeté inattendue. À 16 ans, elle paraissait maintenant plus âgée que sa mère. Je veux parler à mamie. Moi aussi, ajouta Corentin en se redressant. Traître. Béatrice les regarda avec une telle déception que je ressentis une pointe de sympathie pour elle malgré toutes ces accusations. Vous tous. Allons-y, Nicolas. Au moins, tu es de mon côté. Nicolas parut incertain, mais suivit sa femme. À la porte, Béatrice se retourna et nous jeta un dernier regard à tous. À l'avocat, à Célian, à ses enfants restés avec moi, et enfin à moi. Je prouverai que c'est un faux, dit-elle. Je prouverai que tu l'as forcé à l'écrire, et alors tout le monde saura qui tu es vraiment. Sur ce, elle partit, claquant la porte si fort que la vitre de la bibliothèque trembla. Dans le silence qui suivit, nous restâmes tous assis sans nous regarder. Puis Hervé Palisté s'éclaircit la gorge avec précaution. Je pense que cela conclut les formalités, dit-il. Je préparerai tous les documents nécessaires pour le transfert de propriété. Madame Guillaume, nous discuterons des détails de la gestion du garage avec vous sous peu. Monsieur Célian, je vous contacterai concernant le transfert de la maison. Quant à mademoiselle Léna et monsieur Corentin, leurs parts seront placées dans un fonds en fiducie jusqu'à leur majorité. Tout le monde hocha la tête, encore abasourdi par ce qui s'était passé. Si vous n'avez pas d'autres questions, continua l'avocat, je vous suggère de prendre un peu de temps pour réfléchir à tout cela. Les événements d'aujourd'hui ont été éprouvants pour vous tous. Je voudrais juste demander, dis-je, parlant pour la première fois depuis longtemps. Est-ce qu'Évrard était vraiment au courant de ses problèmes cardiaques? Est-ce pour cela qu'il a changé son testament? Oui, acquiesça Palisté. Les médecins lui ont dit qu'il lui restait 6 mois à vivre sans opération. Il a refusé l'opération. Il pensait que c'était trop risqué à son âge. Il a décidé qu'il était temps de mettre ses affaires en ordre. Je ressentis de l'amertume à l'idée qu'Évrard savait qu'il allait mourir et ne l'avait dit à personne d'entre nous. Il avait choisi d'y faire face seul, tout comme il avait vécu ces dernières années. Merci, maître Palisté, dis-je en me levant, le dos endolori. Pour tout. L'avocat inclina la tête, et je vis de la sympathie briller dans ses yeux derrière ses lunettes. Ne me remerciez pas, madame Guillaume. Je ne fais que ce que votre défunt mari souhaitait. Nous quittâmes le bureau. Moi, Célian, Corentin et Léna. Dans la salle d'attente,
Célian se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre. Maman, commença-t-il. Il faut que je te parle, de cette nuit, de ce qui s'est passé après. Bien sûr, mon chéri. Je touchai sa main. Quand tu seras prêt? Demain, peut-être. Il avait l'air embarrassé, comme un petit garçon. Je peux passer chez toi? Bien sûr. J'essayai de sourire, mais mes lèvres ne m'obéissaient pas. Je t'attendrai. La maison de la rue de l'Érable ne ressemblait plus du tout à ce dont je me souvenais. Évrard avait manifestement investi beaucoup d'argent dans des rénovations. Un toit neuf, une peinture fraîche, une pelouse bien entretenue. La voiture de Célian, une vieille Peugeot, était garée sur le trottoir. Je remarquai le SUV de Béatrice à proximité. Elle avait donc décidé de venir, après tout. J'hésitai devant la porte, rassemblant mon courage. Célian avait appelé ce matin-là et dit qu'il voulait qu'on se retrouve dans la maison de son père, maintenant la sienne, selon le testament. Il avait dit que Béatrice serait là, qu'il l'avait convaincu d'écouter ce que j'avais à dire. Je n'étais pas sûr que quelque chose de bon en sortirait, mais je savais que la vérité devait enfin être dite. Célian ouvrit la porte sans attendre que je sonne. Il avait toujours été un garçon sensible, et même maintenant à 38 ans, il avait conservé ce trait, cette capacité à sentir quand quelqu'un avait besoin de soutien. « Maman », dit-il maladroitement, me serrant dans ses bras et s'écartant pour me laisser entrer. Béatrice est dans le salon et elle n'est pas de la meilleure humeur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile, dis-je en enlevant mon imperméable léger. L'automne arrive belle était toujours frais, surtout le soir. Le salon avait l'air complètement différent. De nouveaux meubles, des murs clairs au lieu du vert foncé qu'Évrard avait tant aimé. Sur la cheminée, des photographies encadrées. Célian à sa remise de diplôme, Béatrice en robe de mariée, les petits-enfants à une fête de Noël. Étonnamment, je remarquai une photo de moi parmi elles. Une vieille photo d'Évrard et moi, debout à côté de la déesse, jeune et souriant. C'était avant la naissance des enfants, avant l'accident. Avant que tout ne tourne mal. Béatrice était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, droite comme un i, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne tourna même pas la tête quand j'entrai. Corentin était assis sur le canapé, triturant nerveusement le chapelet que je lui avais offert à Noël dernier. Léna était assise par terre, adossée au canapé, ses cheveux sombres attachés en un chignon désordonné sur sa nuque. Elle avait l'air si jeune et pourtant si adulte. « Je suis là », dis-je, même si c'était évident. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Je n'ai pas accepté », répondit sèchement Béatrice sans me regarder. Célian a insisté. Il a dit que nous devions entendre ta version de l'histoire. Pas ta version, Béa, la corrigea doucement Célian. La vérité. Il me fit signe de m'asseoir dans le fauteuil en face de Béatrice. Entre nous se trouvait une table basse sur laquelle des tasses étaient disposées. Quelqu'un, très probablement Léna, avait fait du thé. Je ne sais pas par où commencer, admis-je en lissant ma jupe sur mes genoux. Par la vérité, dit Célian en s'asseyant sur le canapé à côté de Corentin. Toute la famille est là. Il est temps d'entendre ce qui s'est vraiment passé il y a 15 ans. Je pris une profonde inspiration. Pendant des années, je m'étais tue. Pendant des années, j'avais laissé Béatrice me blâmer pour tout ce qui avait mal tourné dans notre famille. C'était peut-être mon erreur d'avoir accepté avec Évrard de cacher la vérité, pour protéger son autorité aux yeux des enfants. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement essayer de réparer le présent. Vous savez, votre père a commencé à boire après l'accident. Comment sais-je? Celui où quelqu'un est mort dans l'autre voiture. Évrard n'était pas en faute. La route était glissante. Les témoins ont confirmé qu'il avait fait tout son possible pour éviter la collision, mais il n'a jamais pu se défaire de la culpabilité. Je me souvenais si clairement de ce jour. L'appel de la gendarmerie, le trajet jusqu'à l'hôpital, Évrard avec sa tête bandée et un regard vide, répétant la même phrase encore et encore. Il y avait des enfants dans la voiture. Ils ont vu leur père mourir. Au début, il buvait un peu le week-end, continuai-je. Puis de plus en plus. Il a commencé à manquer le travail, a été rétrogradé, transféré sur des trajets locaux. L'argent est devenu un problème. Tu ramènes toujours tout à l'argent, renifla Béatrice avec mépris. Ce n'était pas ça le problème. Papa sentait que tu ne le soutenais pas. Je l'ai soutenu du mieux que j'ai pu, répondis-je calmement. Je suis allée avec lui en thérapie.
J'ai essayé de le faire rejoindre un groupe de soutien pour les personnes ayant une dépendance à l'alcool. J'ai fait des heures supplémentaires à la quincaillerie pour payer les factures. J'ai essayé de vous protéger de ces crises. Des crises. Béatrice leva les yeux au ciel. Tu en as toujours parlé comme si papa était malade. Il se détendait juste après le travail. Non, Béa, dit Célian avec une fermeté inattendue. Ce n'était pas de la détente. Papa buvait jusqu'à l'inconscience. Il cassait de la vaisselle. Il criait sur maman, parfois sur nous. Il n'a jamais crié sur moi, se défendit Béatrice. Parce que maman s'assurait que tu ne le vois pas, dit Célian en secouant la tête. Elle t'envoyait chez tes amis quand elle voyait que papa commençait à boire. Tu te souviens combien de fois tu as dormi chez Janie ou chez Bette? Il y avait une raison à cela. Béatrice ne dit rien, mais je vis ses lèvres trembler. Au fond d'elle, elle devait se souvenir des soirées pyjamas inattendues chez ses amis, de la tension inexplicable à la maison, des bleus étranges sur mes bras que j'expliquais toujours par de la maladresse. La dernière année avant le divorce a été la plus dure, dis-je, déplaçant mon regard de Béatrice à Célian. Évrard avait finalement perdu son emploi de chauffeur. Il restait à la maison et buvait. Je travaillais à 2 endroits, rentrais épuisé, et là, je faiblis, me souvenant des disputes sans fin, des bouteilles cassées, de Célian pleurant, caché dans sa chambre. Je me souviens, dit Célian doucement. Tu venais toujours voir si j'allais bien avant que je dorme. Même si tu rentrais après minuit, tu t'asseyais à côté de moi, tu me tenais la main. Je hochai la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Ces moments calmes avec mon fils étaient la seule lumière dans l'obscurité de ces années. Et puis, je pris une profonde inspiration. Il y a eu cette dernière soirée. Célian se tendit, ses mains se serrant en poing. Il se souvenait de plus de choses qu'il ne l'avait dit auparavant. J'en étais sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Corentin, parlant pour la première fois depuis notre arrivée. Est-ce que papy a vraiment attaqué papa? Je regardai Célian, lui demandant silencieusement la permission de continuer. Il hocha la tête, sans lever les yeux. Célian avait 23 ans à l'époque, commençais-je. Il venait de rentrer de l'université, ayant abandonné après sa première année. Évrard était déçu. Il avait de grands espoirs pour son fils. Il voulait que Célian ait l'éducation qu'il n'avait jamais eue. Papa voulait bien faire, intervint Béatrice. Il a toujours dit que l'éducation était la clé d'une vie meilleure. Oui, acquiesçai-je. Mais il a exprimé sa déception de manière inappropriée. Il m'a traité de raté inutile, dit soudain Célian, sa voix sonnant creuse. Chaque fois qu'il était ivre, il disait que j'étais une honte pour la famille. Qu'il aurait aimé n'avoir qu'une fille. Béatrice tressaillit comme si elle avait été frappée. Elle ne le savait pas. Bien sûr qu'elle ne le savait pas. À cette époque, elle avait déjà déménagé, travaillait dans le service comptable d'un supermarché et sortait avec Nicolas. Ce soir-là, continua Célian, comme s'il était prêt à raconter lui-même l'histoire. Je suis rentré tard. J'avais eu un entretien d'embauche dans une auto-école, dans l'espoir de devenir moniteur. Papa était déjà ivre. Il m'a demandé où j'avais été. Je lui ai dit. Il a ri. Il a dit que seuls les perdants allaient dans les auto-écoles, que je n'arriverais jamais à rien. Célian fit une pause, sa voix tremblante. J'ai répondu qu'il valait mieux être moniteur d'auto-école qu'un ivrogne raté qui maltraitait sa propre famille. Léna laissa échapper un petit hoquet. Corentin posa sa main sur l'épaule de son père. Il est devenu fou, dit Célian en fixant le sol, mais je pouvais voir ses épaules trembler. Il s'est jeté sur moi à travers la pièce, m'a renversé, a commencé à m'étrangler. J'ai essayé de le repousser, mais il était plus fort, et si en colère. Ses yeux, je n'ai jamais vu une telle haine. J'ai entendu le bruit, dis-je quand Célian se tut, incapable de continuer. J'ai couru dans la pièce. J'ai vu Évrard étrangler Célian, le pressant contre le mur. Célian devenait déjà bleu, cherchant de l'air. J'ai crié, j'ai essayé d'écarter Évrard, mais il ne semblait pas m'entendre. Alors j'ai attrapé la lampe de table et je l'ai frappé à la tête. Tu l'as frappé. Béatrice me dévisagea, les yeux écarquillés. Oui. Je ne détournai pas le regard. Et je le referai. Il était en train de tuer notre fils, Béatrice. Je n'allais pas rester là à regarder. Il y eut un silence, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale, la même qui était accrochée ici pendant mon mariage.
C'était étrange qu'Évrard l'ait gardé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Demanda doucement Léna, regardant de moi à son oncle. Évrard a perdu connaissance, dis-je. Célian pouvait à peine respirer. Je voulais appeler la police. Une ambulance, mais... Je lui ai demandé de ne pas le faire, termina Célian. Je ne voulais pas que papa soit arrêté. Je ne voulais pas que tout le monde en ville l'apprenne. Célian et moi nous sommes mis d'accord. Pas de police, mais Évrard devait se faire soigner pour son alcoolisme, continuai-je. Quand il a repris connaissance, je lui ai posé un ultimatum. Soit il allait en cure de désintoxication, soit je demandais le divorce et le dénonçais pour avoir agressé son fils. Il a accepté d'aller en cure, dit Célian. Il a admis qu'il était allé trop loin. Il a demandé pardon. Il a pleuré à genoux. Je n'avais jamais vu mon père aussi brisé. Mais vous avez divorcé quand même, dit Béatrice, sa voix n'étant plus aussi assurée. Oui, hochai-je la tête. Évrard est bien allé en traitement, mais notre mariage était irréparable. Trop de choses s'étaient passées. Trop de douleur, de peur, de méfiance. Et alors vous avez décidé de tout me cacher. Béatrice croisa les bras sur sa poitrine, mais sa posture était plus défensive qu'agressive. C'était l'idée de père, dit Célian. Il ne voulait pas que tu saches quel monstre il avait été cette nuit-là. Il avait peur de perdre ton amour. Et toi? Béatrice se tourna vers moi. Pourquoi as-tu accepté de te taire? Je soupirai, sentant le poids de toutes ces années où j'avais porté ce fardeau. Parce que tu adorais ton père, Béatrice. Tu l'as toujours fait. Tu étais une adulte, tu vivais ta propre vie. Je ne voyais pas l'intérêt de détruire l'image que tu avais de lui. Et puis, j'écartai les mains. Ensuite, c'était juste trop tard. Tu étais si sûr que j'étais responsable de tout que tout ce que j'aurais pu dire aurait sonné comme des excuses. Tu m'as laissé te détester pendant toutes ces années, dit Béatrice, sa voix teintée de perplexité. Tu es ma fille, Béatrice, dis-je simplement. Je t'aime quoi qu'il arrive. Et si c'était plus facile pour toi de me blâmer que de voir la vérité sur ton père, je pouvais l'accepter. Papy a vraiment changé après sa cure, remarqua Corentin. Il n'a jamais bu devant nous. Il était toujours maître de lui. Mais parfois, quand il parlait de toi, mamie, il y avait une telle nostalgie dans sa voix. Je n'avais jamais compris ça avant. Il a vraiment changé, acquiesça Célian. Il a complètement arrêté de boire, a monté son entreprise, est devenu un meilleur grand-père qu'il n'a été un père. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne pouvais pas l'oublier. Je ne pouvais pas vraiment pardonner. Et je n'arrive toujours pas à y croire. Béatrice secoua la tête. La lettre, le testament, vos histoires. Ce n'est pas le papa que je connaissais. Tu le connaissais sobre, dis-je doucement. Évrard sobre et Évrard ivre étaient deux personnes différentes. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes. Toutes ces années, je t'ai blâmé. J'ai dit des choses terribles, et il m'a juste laissé faire. Il avait peur, dit Célian. Peur de perdre ton amour. C'était plus facile de te laisser blâmer ta mère que d'admettre ses propres erreurs. Le silence tomba. Chacun de nous était perdu dans ses propres pensées. Dehors, il commençait à faire nuit. Le crépuscule d'automne tombait tôt. Quelqu'un, je pense que c'était Léna, se leva et alluma la lampe. Une lumière douce se répandit dans la pièce, créant une atmosphère presque chaleureuse qui contrastait étrangement avec la lourdeur de notre conversation. Maman, parla enfin Béatrice, sa voix sonnant incertaine, ce qui était si différent de ma fille toujours si décidée. Je ne sais pas quoi dire. Toutes ces années, j'étais si sûre. Tu as cru ce que tu voulais croire. Je ne pus cacher l'amertume dans ma voix. C'était plus facile pour toi de penser que ta mère était une femme froide et égoïste qui avait abandonné son mari, aimant que d'admettre que ton père bien-aimé était un alcoolique qui avait failli tuer ton frère. Béatrice hésita. Je ne peux pas accepter tout ça d'un coup. Je ne peux pas effacer tout ce que j'ai cru pendant 15 ans. Personne ne te demande de le faire tout de suite, dit Célian. Mais peut-être que tu peux enfin voir ta mère sous un autre jour. Peut-être que tu peux arrêter de la blâmer pour tout. Béatrice ne répondit pas, se contentant de se tourner vers la fenêtre. Dans son profil, éclairé par la douce lumière de la lampe, je vis soudain la petite fille qui grimpait sur mes genoux avec un livre, me demandait de lui tresser les cheveux et de lui demander quand papa rentrerait de son voyage. Ma fille têtue et fière, qui me ressemblait tant.
Je veux que vous partiez, dit soudain Béatrice sans se retourner. C'est tout. J'ai besoin d'être seule. Béatrice, s'il te plaît, sa voix tremblait. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Nous nous regardâmes, Célian, Corentin, Léna et moi. Personne ne voulait laisser Béatrice seule dans cet état, mais il ne servait à rien de la presser maintenant. D'accord, dis-je, me levant la première du fauteuil. Nous allons partir. Mais Béatrice, si tu veux parler, n'importe quand, je serai heureuse de t'écouter. Ma porte t'est toujours ouverte. Elle ne répondit pas, continuant à fixer la fenêtre comme si elle pouvait trouver des réponses aux questions qui tourmentaient son âme dans l'obscurité grandissante. Nous quittâmes la maison d'Évrard, maintenant la maison de Célian, dans la fraîcheur du soir. Le ciel était parsemé d'étoiles, rares au-dessus de notre petite ville avec ses lampadaires et ses enseignes au néon. Je te ramène à la maison, maman, dit Célian en ouvrant la portière de sa Peugeot. Léna et moi, on va au garage de papy, ajouta Corentin. Je veux lui montrer la déesse. Je souris en regardant mes petits-enfants. Ils semblaient si adultes, si sages pour leur âge. Merci, dis-je, d'avoir écouté, d'avoir cru. On a toujours su que tu ne pouvais pas être comme maman te décrivait, dit Léna sérieusement. Tu as toujours été gentille avec nous, même quand maman ne nous laissait pas te voir. Et on a toujours enfreint la règle, sourit Corentin. Et dans ce sourire, j'entrevis une lueur du jeune Évrard dont j'étais tombée amoureuse il y a si longtemps. Alors que Célian sortait de l'allée, je me retournai pour regarder la maison. La silhouette de Béatrice était toujours visible à la fenêtre du salon, immobile comme une statue. Ma fille, ma fière et têtue fille, qui avait toujours été convaincue de connaître toute la vérité sur sa famille. Tu penses qu'elle arrivera à l'accepter ? Demanda Célian, interceptant mon regard. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Béatrice a toujours vu le monde en noir et blanc. Ce sera difficile pour elle d'admettre qu'elle s'est trompée pendant toutes ces années. Et si elle n'y arrive pas ? Demanda-t-il doucement. Et si elle continue à te blâmer ? Je soupirai, sentant la fatigue d'une longue journée, de nombreuses longues années. Alors je l'accepterai, dis-je. Tout comme je l'ai accepté ces 15 dernières années. C'est ma fille, Célian. Je n'arrêterai pas de l'aimer, même si elle ne change jamais d'avis sur moi. Célian hocha la tête, les yeux fixés sur la route. Nous roulions en silence dans les rues calmes de Rivebelle, passant devant des maisons familières, des magasins, des parcs, des lieux où toute ma vie s'était déroulée. La ville qui me connaissait comme Madame Guillaume. Puis, comme l'ancienne Madame Guillaume, la femme qui avait quitté son mari alcoolique. Je me demandais si quelque chose changerait maintenant que la vérité était enfin sortie. Ou si nos secrets de famille resteraient juste ceux-là, connus seulement de nous. Quand nous nous arrêtâmes devant ma petite maison en périphérie de la ville, je me souvins soudain du paquet que Célian m'avait donné au cimetière. Dans l'agitation, j'avais complètement oublié. Célian, dis-je, ce paquet de ton père. Sais-tu ce qu'il y a dedans ? Il secoua la tête. Non, mon père m'a juste demandé de te le donner s'il lui arrivait quelque chose. Il a dit que tu comprendrais. Je hochai la tête, pensant au petit paquet dans mon sac. Un autre secret. Un autre message d'un homme qui avait fait partie de ma vie pendant si longtemps et d'une manière si compliquée. Maman, se tourna Célian vers moi alors que nous étions arrêtés devant ma maison. Je veux que tu saches que je me suis toujours souvenu de cette nuit. Pas tous les détails, mais assez. Je savais que tu m'avais sauvé la vie. Et je suis désolée de ne pas avoir eu la force de dire la vérité à Béatrice plus tôt. Peut-être que si je l'avais fait. Ne te blâme pas. Je touchai sa main. Tu as aussi été une victime dans cette situation, et tu avais tout à fait le droit de te défendre du mieux que tu pouvais. Il hocha la tête, mais je pouvais voir que la culpabilité pesait encore lourdement sur lui. Mon garçon avait toujours trop pris sur lui. Merci de m'avoir ramené, dis-je en ouvrant la portière. Et merci pour aujourd'hui, d'avoir enfin décidé de me dire la vérité. C'est le moins que je pouvais faire, répondit-il, après tout ce que tu as fait pour nous. Je sortis de la voiture, lui fis un signe de la main et me dirigeai vers la maison. Derrière moi, j'entendis la Peugeot de Célian s'éloigner. J'ouvris la porte et entrai dans les pièces calmes et sombres. Ma maison, mon refuge pendant toutes ces années. Allumant la lumière dans le salon, je sortis de mon sac le petit paquet que Célian m'avait donné. Lentement, je déballai le papier craft. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours et une enveloppe. J'ouvris d'abord la boîte.
Sur un coussin de velours reposait la bague qu'Évrard m'avait offerte le jour de notre mariage. Un simple anneau en or avec un petit diamant. Je la lui avais rendue le jour de notre divorce. Et maintenant, elle était de nouveau à moi. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe et en sortis un morceau de papier plié. C'était l'écriture d'Évrard. La même inclinaison nette. Les mêmes angles vifs des lettres. Marthe, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie. Les médecins disent que mon cœur pourrait s'arrêter à tout moment. C'est drôle comme la vie remet les choses à leur place. J'ai failli tuer notre fils dans un état d'ivresse et maintenant je meurs d'une crise cardiaque. Justice poétique, tu ne trouves pas? Je te rends cette bague non pas parce que j'espère le pardon ou la réconciliation. Il est trop tard pour cela et nous le savons tous les deux. Je te la rends parce qu'elle t'a toujours appartenu. La seule femme que j'ai jamais aimée, malgré toute la douleur que je t'ai causée. Au moment où tu liras cette lettre, tu connaîtras déjà la vérité sur notre divorce. Je m'en suis assurée dans mon testament. J'espère que cela aidera Béatrice à te voir enfin sous ton vrai jour. Je suis désolée, Marthe. Pas pour cette nuit. Je sais que c'est impossible à pardonner. Je suis désolée pour toutes les années de silence qui ont suivi, pour t'avoir laissé porter ce fardeau seul. La lâcheté est mon plus grand péché, et je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Vis longtemps, Marthe. Vis heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. Évrard. 3 mois, ce n'est pas long dans le grand schéma de ma vie, mais parfois, c'est suffisant pour tout changer. L'hiver arrive belle fut neigeux. La ville recouverte d'un manteau blanc qui cachait toute la grisaille disgracieuse de l'automne. J'ai toujours aimé l'hiver. Il donne l'illusion d'un nouveau départ, d'une page blanche. L'héritage d'Évrard a changé ma vie plus que je ne l'attendais. Ce n'était pas tant l'argent, bien que 100 000 € et un garage de réparation automobile aient considérablement amélioré ma situation financière. C'était la vérité qui avait enfin éclaté. C'était comme si un lourd fardeau que je portais depuis 15 ans avait soudainement disparu. J'ai décidé de ne pas vendre le garage comme Évrard l'avait suggéré. Au lieu de cela, j'ai engagé l'ancien assistant d'Évrard, Dexter Hall, comme gérant. Il avait travaillé avec mon ex-mari depuis l'ouverture du garage et connaissait l'entreprise comme sa poche. Nous avons passé un accord. Dexter gérerait l'entreprise, recevrait un bon salaire et un pourcentage des bénéfices, et je resterais la propriétaire. Cela nous convenait à tous les deux. J'ai dépensé une partie de mon héritage pour aider Célian et mes petits-enfants. Célian rêvait depuis longtemps de retourner à l'université pour obtenir un diplôme en éducation. Il avait découvert qu'il aimait vraiment travailler avec les enfants en conduisant un bus scolaire. Maintenant, il en avait l'opportunité. J'ai aidé à payer les frais de scolarité de Corentin à l'université. Il étudiait l'ingénierie et était très prometteur. Léna était encore au lycée, mais j'ai ouvert un compte d'épargne pour ses futures études. Pendant tout ce temps, Béatrice est restée à l'écart. Après cette nuit chez Évrard, quand nous lui avons dit la vérité, elle a semblé se refermer. Célian a dit qu'elle avait pris un congé de son travail et passait la plupart de son temps à la maison. Elle refusait de parler de la lettre d'Évrard ou de son testament. Elle continuait à interagir avec les enfants, mais elle était devenue plus silencieuse et plus pensive. Corentin a dit qu'il la trouvait parfois en train de regarder des albums de famille, étudiant de vieilles photographies pendant des heures, comme si elle essayait de trouver des réponses à ses questions. Je ne l'ai pas pressée. Je savais que Béatrice avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle avait appris, pour accepter une nouvelle réalité dans laquelle son père bien-aimé n'était pas un héros sans défaut et sa mère rejetée n'était pas une méchante. Ce n'était pas facile pour elle, peut-être plus difficile que pour n'importe lequel d'entre nous. Célian avait changé au cours de ces mois. Comme si un poids longtemps gardé avait été levé, il est devenu plus ouvert, a commencé à sourire et à assister à des réunions de groupes de soutien pour les enfants adultes d'alcooliques. Il a commencé à sortir avec une bibliothécaire de la bibliothèque municipale, une femme tranquille nommée Audrey, qui avait les mêmes manières douces que lui. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils vraiment heureux. Corentin et Léna sont devenus des visiteurs fréquents chez moi. Ils passaient après l'école ou le week-end, m'aidaient dans le jardin et parlaient de leur vie. Léna a trouvé en moi une auditrice reconnaissante. Je l'ai aidée avec ses projets d'histoire, qui la passionnaient. Corentin aimait bricoler avec les outils anciens qu'il avait hérités de son grand-père. Il les restaurait petit à petit, étudiait l'histoire de chacun et partageait parfois ses découvertes au musée d'histoire locale. Ce soir-là, à la mi-février, je suis allée chez Célian pour un dîner de famille.
Il avait récemment terminé de rénover la cuisine de la maison qu'il avait héritée de son père et voulait célébrer avec sa famille. Je ne savais pas que Béatrice serait là. Peut-être que Célian ne me l'a délibérément pas dit, craignant que je décline l'invitation. Quand je suis entrée dans le salon avec une tarte dans les mains, pommes et cannelle, le dessert préféré de Célian depuis l'enfance, la première personne que j'ai vue était Béatrice. Elle était assise dans un fauteuil près de la cheminée avec une tasse de thé dans les mains, l'air plus pâle et plus mince que dans mon souvenir. Elle a levé les yeux quand je suis entrée et je me suis figée, ne sachant pas à quoi m'attendre. « Bonjour, maman », dit-elle doucement, sans son hostilité habituelle dans la voix, mais sans beaucoup de chaleur non plus. « Bonjour, Béatrice », dis-je, en me dirigeant vers la table de la cuisine et en posant la tarte. « Je ne savais pas que tu serais là. » Célian a insisté. Elle sourit faiblement à mon frère, qui sortait de la cuisine avec une expression inquiète sur le visage. Il a dit qu'il était temps que nous nous réunissions tous en famille. Je hochai la tête, ne sachant que dire. Après tant d'années d'accusations mutuelles et d'amertume, il était étrange de simplement s'asseoir dans la même pièce et d'échanger des banalités comme si de rien n'était. Audrey, la nouvelle petite amie de Célian, sortit de la cuisine avec des assiettes dans les mains. « Le dîner est presque prêt », annonça-t-elle avec un doux sourire. Célian a fait des lasagnes selon la recette de sa grand-mère. Je regardai mon fils avec surprise. « Tu te souviens de la recette de maman ? Tu me l'as écrite quand j'ai déménagé avec papa. » Célian avait l'air un peu embarrassé. Je l'ai toujours gardée. Ce petit geste, ce rappel que même dans les moments les plus difficiles, le lien entre nous n'avait pas été complètement rompu, me réchauffa le cœur. J'ai aidé Audrey à mettre la table. Bientôt, Corentin et Léna nous ont rejoints, arrivés ensemble. Ils étaient devenus amis au cours des derniers mois, malgré la différence d'âge, et passaient souvent du temps ensemble. Quand nous nous sommes tous assis à table, il y a eu une pause gênante. Habituellement, Béatrice dominait les dîners de famille, bruyante, confiante, sachant toujours de quoi parler. Maintenant, elle fixait silencieusement son assiette, comme si elle n'était pas sûre de son rôle dans cette nouvelle dynamique familiale. « Peut-être devrions-nous porter un toast », suggéra Célian, versant du vin dans les verres, du cidre sans alcool pour moi, connaissant mon attitude envers l'alcool. Au nouveau départ. Nous levâmes nos verres et dîmes un silencieux « au nouveau départ ». Mais la tension persistait. Béatrice toucha à peine son vin, continuant à garder le silence. « Comment vont les études, Corentin ?» demandai-je, essayant de détendre l'atmosphère. Mon petit-fils commença avec enthousiasme à parler de son dernier projet universitaire et du professeur qui lui avait offert un stage d'été dans une société d'ingénierie. Léna taquina son frère, disant qu'il se transformait en véritable intello. Célian et Audrey échangèrent des regards chaleureux à travers la table. Seule Béatrice restait à l'écart de la conversation, comme si elle était physiquement présente, mais mentalement quelque part très loin. Après le dîner, alors que Célian et Audrey débarrassaient la table, et que Corentin et Léna étaient allés au salon pour jouer à un jeu de société, je me retrouvai seule avec Béatrice sur la petite véranda vitrée. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin enneigé éclairé par le clair de lune. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dis-je en m'approchant d'elle. « J'ai toujours aimé les soirs d'hiver. »« Papa les aimait aussi, » répondit doucement Béatrice. « Tu te souviens comment il dégageait les allées du jardin après la neige ? Il le faisait toujours lui-même. Il ne demandait jamais aux garçons du voisin comme les autres. » Je me souviens. Je souris. Il disait que c'était le meilleur moyen de réfléchir. Il sortait tôt le matin, quand tout le monde dormait encore. Nous restâmes là, en silence, à regarder le jardin, gardant nos distances, pas tant physiques qu'émotionnelles. J'ai vérifié les documents, dit soudain Béatrice. J'ai consulté un autre avocat. Tout est authentique. Le testament, la lettre. Elle fit une pause. Et les dossiers médicaux de la clinique où papa a été soigné pour son alcoolisme. Je hochai la tête, pas surprise. Béatrice avait toujours été méticuleuse, vérifiant toujours les faits avant de tirer des conclusions. J'avais été la même à son âge, avant que des années de mariage avec Évrard ne m'apprennent à parfois prendre les choses au pied de la lettre, juste pour survivre. « Es-tu en colère contre lui ?» demandai-je prudemment. « Pour t'avoir caché la vérité. » Béatrice haussa les épaules, toujours sans me regarder. « Je ne sais pas. Parfois. Parfois contre toi, pour avoir accepté de te taire. Parfois contre moi-même, pour avoir été si aveugle que je n'ai pas vu l'évidence. »
Tu as vu ce que tu voulais voir, dis-je doucement. Nous le faisons tous. Mais tu as supporté ma haine, mes accusations pendant 15 ans, dit-elle amèrement. Mais l'amertume était dirigée contre elle-même, pas contre moi. Comment as-tu pu? Tu es ma fille, Béatrice, répondis-je simplement. Et je savais à quel point tu aimais ton père. Parfois, l'amour signifie laisser quelqu'un vivre avec ses illusions, si ces illusions le rendent heureux. Et si ces illusions blessent quelqu'un d'innocent? Elle se tourna enfin vers moi et je vis des larmes dans ses yeux. Est-ce encore de l'amour? Je ne savais pas quoi répondre. La question était plus compliquée qu'il n'y paraissait à première vue. Peut-être que j'ai eu tort, admis-je après une pause. Peut-être qu'Évrard et moi aurions dû vous dire la vérité tout de suite, mais nous avons fait ce que nous pensions être juste à l'époque, tout comme toi. Béatrice secoua la tête, la déception évidente dans ses yeux. Tu es toujours si rationnel, si calme. Même maintenant, c'est comme si rien ne s'était jamais passé, comme si 15 ans de haine pouvaient simplement être effacés. Ils ne sont pas effacés, Béatrice, dis-je, sentant ma propre amertume monter dans ma gorge. Je me souviens de chaque fois que tu t'es détourné de moi dans la rue. Chaque fois que tu m'as interdit de voir mes petits-enfants. Chaque accusation. Mais à quoi bon s'accrocher à cette douleur? À quoi bon exiger des excuses ou une punition? Cela ne ramènera pas les années perdues. Alors, tu me pardonnes, tout simplement. Sa voix semblait incrédule, comme si l'idée même du pardon était incompréhensible pour elle. Je ne sais pas si je te pardonne, répondis-je honnêtement. Mais je sais que je ne veux pas passer le reste de ma vie à m'accrocher au ressentiment. Je veux profiter de ce que j'ai maintenant. Célian, qui est enfin heureux, mes petits-enfants qui sont de retour dans ma vie. Et toi, si tu me laisses faire à nouveau partie de ta vie. Béatrice se détourna, regardant à nouveau par la fenêtre. Tu as ruiné le souvenir de mon père, dit-elle doucement, mais avec une amertume soudaine. Maintenant, chaque fois que je penserai à lui, je me souviendrai qu'il était un monstre. Il n'était pas un monstre, Béatrice. Je secouai la tête. C'était un homme compliqué avec de profonds problèmes. Un homme qui a fait une terrible erreur mais qui a trouvé la force de changer. Est-ce que cela ne rend pas son histoire encore plus significative? Tu trouves toujours des excuses. La voix de Béatrice prit un ton familier d'hostilité. Tu expliques toujours tout, mais il ne s'agit pas d'explication, maman. Il s'agit du fait que toi et papa m'avez enlevé une famille normale. Vous m'avez privé de la vérité. Vous m'avez permis de vivre un mensonge pendant toutes ces années, et maintenant vous vous attendez à ce que j'accepte, que je continue comme si de rien n'était. Je soupirai, me sentant fatiguée, pas physiquement, mais de cet épuisement émotionnel profond qui s'accumule au fil des ans. Je n'attends rien, Béatrice. J'espère juste qu'avec le temps, tu pourras trouver, sinon le pardon, du moins la compréhension. Que tu pourras accepter le passé et aller de l'avant. Et si je ne peux pas? Elle me regarda droit dans les yeux, son regard défiant. Si je ne peux jamais te pardonner, ni à papa, pour ce mensonge. Alors ce sera ton choix. Je soutins son regard calmement. Et je l'accepterai comme j'ai accepté toutes tes décisions, même celles qui m'ont fait du mal, parce que l'amour, Béatrice, le véritable amour ne pose pas de conditions. Elle se détourna, et je vis ses épaules se tendre comme si mes mots l'avaient frappée physiquement. Mais je connaissais ma fille. Je savais que derrière cette tension, il n'y avait pas de colère mais une lutte avec elle-même, avec ses croyances profondes, avec sa fierté. Je dois y aller, dit-elle finalement. Dis à Célian que le dîner était merveilleux. Sans attendre ma réponse, elle quitta la véranda. Je l'entendis dire au revoir à son frère et à sa petite amie, serrer ses enfants dans ses bras, et claquer la porte d'entrée. Bientôt, j'entendis le bruit d'une voiture qui s'éloignait. Je restai à la fenêtre, regardant le clair de lune danser sur la neige. Mes sentiments étaient mitigés. L'amertume que Béatrice ne puisse toujours pas surmonter son ressentiment. Le soulagement que nous ayons au moins parlé. Et une joie tranquille que le dîner de famille ait eu lieu malgré la tension. Célian s'approcha et se tint à côté de moi. « Elle est partie » demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente. « Oui » souris-je faiblement. Elle a dit que le dîner était merveilleux. Ça va. Sa voix semblait inquiète. Ça ira, je lui tapotai le bras. Laisse-lui du temps, Célian. Béatrice a toujours été têtue, tout comme moi à son âge. Elle doit l'accepter elle-même. Personne ne peut le faire pour elle. Et si elle ne le fait jamais?
Sa voix faisait écho à la question de Béatrice, mais avec un ton complètement différent, non pas défiant, mais inquiet. Alors nous l'accepterons, haussai-je les épaules. Parfois, la vérité ne mène pas à la réconciliation. Parfois, c'est juste la vérité. Et nous devons apprendre à vivre avec, aussi amère soit-elle. Une demi-heure plus tard, je partis aussi, laissant Célian et Audrey seuls, promettant de passer le week-end. Sur le chemin du retour, je pensais à ma conversation avec Béatrice, à ses mots, à la douleur qui vivait encore en elle. La douleur des illusions brisées, de la confiance trahie, des mensonges, même si ces mensonges étaient destinés à la protéger. C'était peut-être notre plus grande erreur avec Évrard, la décision de cacher la vérité, de permettre à nos enfants de créer leur propre version des événements. Peut-être que si nous avions été honnêtes depuis le début, si nous leur avions permis de voir la complexité de la situation, toute la douleur et tout l'amour qui existait encore même au milieu de cette douleur, peut-être alors Béatrice n'aurait-elle pas construit son identité sur la haine de sa mère et l'adoration aveugle de son père. Mais le passé ne peut être changé. On ne peut qu'accepter les conséquences de ses décisions et avancer. À la maison, je me fis un thé et m'assis dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Sur la table à côté de moi se trouvait une photographie que Corentin avait récemment trouvée dans de vieux albums et me l'avait donnée. Une photo de toute notre famille lors d'un pique-nique au bord du lac. Évrard tient la petite Béatrice dans ses bras. Je suis à côté de Célian et nous sourions tous. C'était avant l'accident, avant l'alcool, avant que tout ne tourne mal. Nous avions l'air si heureux, si pleins d'espoir. Je regardais la photo et pensais à comment la vie se déroule rarement comme prévu, comment parfois les meilleures intentions mènent aux conséquences les plus douloureuses. Que l'amour est une chose compliquée, enchevêtrée, et qu'il n'est jamais aussi simple et direct que dans les romans ou les films. Mais je pensais aussi à Célian, qui avait enfin trouvé la paix avec lui-même et son passé. À Corentin et Léna, qui faisaient à nouveau partie de ma vie. Même à Béatrice, si têtue, si semblable à moi, que c'était parfois douloureux à regarder. Peut-être qu'un jour, elle trouvera aussi son chemin vers la réconciliation. Ou peut-être pas. Mais c'est son chemin, son choix. Et mon choix est d'accepter ce qui est, de trouver de la joie dans les relations qui peuvent être guéries et de laisser aller celles qui resteront peut-être brisées pour toujours. Ce n'est pas une défaite, pas un abandon. C'est simplement accepter la réalité dans toute sa complexité. Après tout, n'est-ce pas ce que la vie m'a appris? Que toutes les blessures ne guérissent pas. Que toutes les histoires n'ont pas de fins heureuses. Que parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire est simplement de continuer à avancer, le cœur ouvert et avec la sagesse qui ne vient qu'avec l'âge et la perte. Je posai ma tasse, me dirigeai vers mon lit et sortis une petite boîte en velours de sous mon oreiller. Je l'ouvris et regardai la bague qu'Évrard m'avait rendue avant de mourir. Un simple anneau en or avec un petit diamant, symbole de promesse, certaines tenues, d'autres rompues. Je fermai la boîte et la remis sous mon oreiller. Pas comme un talisman, pas comme un trésor, mais simplement comme une partie de mon histoire que je n'avais plus peur de reconnaître. Dehors, la neige tombait, recouvrant le monde d'un manteau blanc, donnant l'illusion d'un nouveau départ. Je savais qu'au printemps, la neige fondrait, révélant toute la saleté et les imperfections du monde. Mais je savais aussi que derrière cette saleté viendrait une nouvelle vie, une nouvelle croissance, de nouvelles opportunités. Telle est la vie, un cycle de pertes et de gains, de douleurs et de guérisons, de fins et de nouveaux départs. Et dans ce cycle, malgré toutes les difficultés, toutes les déceptions, tous les espoirs non réalisés, il y a de la beauté. La beauté de l'acceptation, de la sagesse et de la paix. J'éteignis la lumière et me couchai. Demain serait un nouveau jour, un jour que je passerai non pas à m'accrocher aux griefs passés, non pas à exiger une réconciliation impossible, mais simplement à vivre le moment présent, appréciant ce que j'ai et laissant aller ce qui est irrémédiablement perdu. En cela, réalisai-je, réside la véritable liberté.